Très bien. Eh ben, donc, tout d'abord, merci au comité d'organisation de m'avoir invité. Merci au modérateur, bien entendu, d'assister et de nous assister dans cette présentation. Droit au but, fonds et contraception. Alors d'abord, je n'ai pas lien d'intérêt sur cette présentation. Alors, les contraceptifs, évidemment, sont très nombreux. On se concentrera au cours de cet exposé sur les contraceptifs hormonaux, ostroprogestatifs principalement, et utilisés par voie orale, donc les monophasiques, les triphasiques. Je pense qu'on accordera donc moins de temps pour le reste. Néanmoins, bon, je voulais vous le présenter juste en synthèse sur cette diapositive. Alors, juste un mot sur l'utilisation de ces produits et de ces médicaments. Et là, je vous présente des données qui émanent d'une enquête du ministère de la Santé qui a regardé quel était donc l'usage de la pilule donc selon les tranches d'âge. Et on voit que si on prend les tranches d'âge les plus jeunes, donc à partir de 15 ans jusqu'à 34 ans, la prise de contraceptifs oraux, c'est plus de 2 tiers des jeunes femmes. Donc c'est un problème pratique donc éminemment important. Alors, on va commencer d'emblée par un cas clinique. Il s'agit d'une femme de 23 ans qui se plaint d'un prurite croissant depuis 2 mois et qui est adressée par son médecin généraliste car au bilan, les phosphatases alcalines sont à 3 fois la normale, la GGT à 10 fois la normale, alors que les autres tests sont normaux, transaminase, bilirubine, TP-albumine. Les sérologies virales classiques sont négatives et l'échographie n'a pas retrouvé d'anomalie du foie et des voies biliaires. Dans les antécédents, on note qu'elle est secrétaire, elle a un enfant donc de 1 an, et la maternité s'est déroulée avec l'existence d'une cholestase gravidique au cours donc, des 4 dernières semaines. Elle a également comme antécédent une hypothyroïdie qui a été découverte 2 ans auparavant, traitée par Levoltirox, ancienne formule bien tolérée. Elle prend une contraception orale depuis l'âge de 17 ans, donc sauf pour la période de conception, sans problème pendant tous ces temps de prise. L'examen clinique est sans particularité, les tests hépatiques de contrôle montrent la même chose que les constatations faites par le généraliste, avec une cholestase anictérique de façon isolée, et une nouvelle échographie donc ne révèle rien de plus de ce qui avait été vu. Donc première question, selon votre avis, quelles sont l'atteinte ou les atteintes hépatiques qui peuvent être liées à la prise d'une pilule ostroprogestative? 5 propositions. A, hépatite aiguë cytolytique. B, cholestase aiguë. C, hépatite chronique. D, cirrhose. E, stéatose. Je vous laisse quelques secondes de réflexion puisqu'on n'a pas de système Périclès. Donc, je vais vous fournir la réponse maintenant. Voilà, la réponse est univoque, donc c'est une cholestase aiguë. Alors, deuxième question. Dans ce cas précis, chez cette personne, quel est le diagnostic que vous envisagez? 5 propositions. A, une cholestase au lévothyrox ancienne formule. B, une cholestase à la pilule. C, une cholestase récurrente bénigne, premier épisode. D, une cholangite biliaire primitive. E, une lithiase biliaire non visualisée. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Et donc, la réponse est cholangite biliaire primitive. Et je vais vous expliquer donc pourquoi donc, cette orientation diagnostique. Alors, on s'est orienté vers ce diagnostic tout simplement parce que la pilule avait déjà été administrée pendant très longtemps sans aucun problème, et d'autre part parce qu'il y avait des signes d'auto-immunité associés à l'histoire de la cholestase. Et le bilan immunologique réalisé donc, a confirmé le diagnostic avec la présence d'auto-anticorps mitochondries, anti-noyaux aussi, un dosage des IgM élevé. Et donc, l'évaluation a montré que c'était une forme finalement très peu évolutive. On avait déjà l'échographie qui ne montrait pas de complications.
et le fibroscan ne montrait pas un score de fibrose donc élevé. Donc la conclusion de ce cas clinique, c'est que c'est une cholangite biliaire primitive qui a été révélée lors de la prise de contraceptifs oraux, mais sans l'intervention de contraceptifs oraux, donc dans la survenue de cette maladie. Alors un mot sur l'hépatotoxicité des contraceptifs oraux, parce que c'est un long feuilleton. Il s'agit d'une atteinte hépatique qui est aiguë, qui est totalement très dose dépendante et observée finalement de façon variable avec le temps. Il y a eu les pilules de première génération qui contenaient de fortes doses de mestranol ou après d'éthénylestradiol. Ça, c'était donc dans les années 60-70. Et donc, beaucoup de cas ont été observés à ce moment-là. Puis, c'est devenu beaucoup plus rare avec les pilules de deuxième et troisième génération contenant des doses beaucoup moindres, donc d'éthénylestradiol, puis combinées avec les nouvelles générations de progestatifs. Alors, l'épidémiologie actuelle, il est intéressant de constater qu'elle est variable suivant les zones géographiques, alors que c'est devenu quand même vraiment très rare dans les pays occidentaux, avec des incidences donc de 3 à 4 pour 100 000. Par contre, dans certaines zones géographiques, les cholestases aux ostroprogestatifs ne sont pas rares, et notamment le Chili et la Scandinavie. Et c'est assez intéressant de noter que ça correspond également aux zones où il y a une cholestase récurrente bénigne plus fréquente. Alors, à quoi ça ressemble cliniquement ces cas? Eh bien, en général, le délai de survenue est dans les 2 ou 3 premiers cycles, vraiment très rarement au-delà du 6e cycle. Et c'est la raison pour laquelle, dans le premier cas clinique que je vous ai montré, ça rendait très très peu probable chronologiquement le rôle de la pilule. Il peut y avoir une fatigue, des nausées, un prurite, éventuellement un ictère dans les formes plus sévères. Et on en distingue 2 types biochimiques. Là, la forme classique avec une cholestase anictérique, éventuellement associée à un ictère et puis donc avec une bilirubine totale et conjuguée élevée. Mais il existe également une forme mixte qui peut être un peu trompeuse puisque dans ce cas-là, les enzymes hépatiques transaminases peuvent être élevées à 5-20 fois la normale. Les autres tests biologiques usuels sont dans la normale. L'échographie ne montre rien de particulier. Et l'histologie. Alors évidemment, maintenant, on ne fait plus de biopsie. Mais dans le passé, ça a été fait. Et en fait, à l'histologie, on constatait une cholestase pure sans inflammation. Alors, du point de vue évolutif, l'interruption de la pilule est associée à une guérison en quelques semaines. Il peut y avoir une récidive si on réadministre exactement la même pilule du point de vue du dosage. Parfois, par contre, on peut faire une réexposition en utilisant une pilule moins dosée. Ça a été fait, et sans qu'il y ait de récidive donc, de la cholestase. Enfin, de façon exceptionnelle, il peut y avoir une cholestase prolongée, et ça a été surtout vu avec les formes les plus dosées. Et il est à noter que dans ces cholestases prolongées, des traitements empiriques par acide urso-déoxycholique se sont avérés efficaces. Mais enfin, c'est très anecdotique et donc le niveau de preuve est extrêmement modeste. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, c'est que les contraceptifs oraux, et notamment les oestrogènes, donc, ont une action sur divers transporteurs biliaires qui soient à la membrane plasmique de l'hépatocyte au niveau du canalicule. Et cette multiplicité d'actions explique donc la cholestase, éventuellement même son polymorphisme d'expression mixte ou plus cholestatique. Alors, en relation avec cela, ça permet aussi de mieux comprendre l'existence de facteurs favorisants. En effet, on a constaté qu'il pouvait y avoir donc une relation avec les variations génétiques de transporteurs biliaires qui sont en partie impliquées donc, dans les maladies biliaires cholestatiques héréditaires. Je pense à la cholestase gravidique. Il y a d'autres facteurs génétiques. Nous n'avons pas le temps au cours de cette session de les détailler, mais je vous les ai indiqués sur cette plaque, qui fait qu'il y a un certain nombre de facteurs génétiques qui vont favoriser la survenue donc d'une cholestase aux contraceptifs oraux. Troisième question, on va prendre un peu le sujet à l'envers
est-ce que la pilule peut favoriser certaines maladies hépatiques? Et je pense essentiellement à des maladies hépatiques chroniques. Donc, question pour vous. Alors, proposition A, cholangite biliaire primitive. B, stéatose. C, hépatite chronique virale, notamment B et C. D, thrombose veineuse portale ou hépatique. E, stéatohépatite. Je vous laisse quelques instants de réflexion. Alors, les propositions donc, de contribution sont thrombose veineuse portale hépatique et stéatohépatite. Et je vais vous illustrer donc ce propos. Alors, tout d'abord, on va commencer par les maladies vasculaires du foie. Il y a maintenant beaucoup de données qui montrent que les contraceptifs oraux contribuent à l'émergence de thrombose veineuse, que ce soit syndrome de Budd-Chiari ou thrombose de la veine porte, en association avec d'autres facteurs thrombophiliques, donc anomalies de protéines C, S, etc. etc. Et là, l'équipe de Dominique Vallat a très très fortement contribué à faire cette démonstration. Mais il y a également une association à d'autres maladies vasculaires du foie, notamment la dilatation sinusoïdale et la péliose. Bon, ça, c'est quand même des choses qui sont connues depuis de nombreuses années. Alors la nouveauté, c'est que les contraceptifs oraux actuels pourraient être un élément contributif à la stéatohépatite. Comme dirait Coluche, ça vient de sortir. En effet, il y a donc une équipe chinoise a montré que chez les consommatrices donc, de pilules, c'est un facteur qui augmente l'inflammation lobulaire et les corps de Mallory. Alors je trouve que cette découverte est stimulante, curieuse, et évidemment mérite quand même d'être confirmée par d'autres groupes, peut-être aussi par un nombre de patients donc plus important. Enfin, c'est une piste à suivre. Alors, thrombose veineuse et éthynylstradiol, on s'aperçoit que quand même le risque n'est pas uniforme. Et des études contrôle donc portant sur des nombres de patients qui ont été tout à fait significatifs, montrent que le risque de thrombose est associé à la pharmacogénétique des ostroprogestatifs et notamment de l'éthynylstradiol. En fait, cette molécule passe par différentes voies métaboliques, donc les uridinylglucuronosyltransférases, UGTB, et l'UGT B7, les variations génétiques de l'UGT-B7 constituent un facteur génétique favorisant sur le plan métabolique. Et de la même façon, les variations génétiques du cytochrome P450 3A4 constituent également un facteur promoteur pharmacologique de ce type d'événements indésirables. Alors, en ce qui concerne une question qui est souvent sur le tapis, qui est est-ce que la cholangite biliaire primitive est-elle associée, oui ou non, avec la pilule et les risques, etc. Et c'est une des questions qui s'est posée dans le cas clinique que je vous ai présenté en premier lieu. Alors, avant, en fait, ça dépend des moments d'observation. Avant 2000, la pilule était fortement dosée, comme je vous disais, et donc on voyait des cas révélés lors des premiers cycles après le commencement de la pilule. Donc ça, c'était quelque chose de classique, pas des grosses séries, mais enfin relativement pas mal documenté. Depuis 2000, par contre, ceci est devenu tout à fait exceptionnel, on ne voit pas de lien notable. Et même des travaux tout récents suggèrent, sur le plan fondamental, que la pilule pourrait même avoir un relatif rôle protecteur, mais ceci reste à confirmer. Donc, en pratique, si vous voulez, la cholangite biliaire primitive n'est pas une contre-indication à l'usage de la pilule. Évidemment, en prenant la précaution que chez des patientes qui n'ont pas une forme évoluée de la maladie,
Et il faut éviter, par contre, les personnes qui ont une forme sévère, jeune, d'emblée, symptomatique, avec une ductopénie qui est significative, évidemment, lorsque déjà il y a une élévation de la bilirubine. Mais dans les autres cas, il n'y a pas de contre-indication. Par ailleurs également, il n'y a pas de contre-indication au traitement hormonal substitutif chez les femmes ménopausées. En ce qui concerne les autres maladies chroniques du foie, dans les cholestases biologiques sans gravité, c'est-à-dire avec une bilirubine normale, il n'y a pas de contre-indication à l'usage des contraceptifs. De même dans la stéatose, et là, ça peut poser problème parce qu'entre stéatose et stéatohépatite, la différence n'est pas forcément facile à déterminer. Dans les hépatites chroniques virales, il n'y a pas d'impact particulier. Dans les cirrhoses bien compensées, non plus. Et dans les cholestases ou granulomatoses avec granulomatose hépatique, non plus. Nous allons passer maintenant à un autre cas clinique. C'est une femme de 35 ans. Elle a des douleurs abdominales de type trouble fonctionnel intestinaux depuis 6 mois. Une échographie montre un nodule de 3 cm au niveau du segment 4 et l'IRM hépatique qui est réalisé retrouve un nodule hypervasculaire sans qu'on puisse déterminer précisément sa nature, hyperplasie ou pas. Le bilan biologique est tout à fait normal et les sérologies virales sont négatives. On a éliminé donc des facteurs de risque de carcinome hépatocellulaire donc liés à ces virus. Question 5 propositions. Quelles sont les tumeurs hépatiques qui peuvent être associées à la prise d'une pilule œstrogrestative? A. Adénome. B. Hyperplasie nodulaire focale. C. Kyste. D. Hépatocarcinome. E. Hémangiome. Quelques instants de réflexion. Alors, les réponses, c'est adénome et hépatocarcinome, et je vais vous l'illustrer. Alors, chez cette femme, étant donné qu'on n'a pas de diagnostic précis, il a été proposé de faire une biopsie du foie, et cette biopsie a montré l'existence et confirme l'existence d'un adénome, avec comme phénotype donc une mutation bêta-caténine. Alors, à quoi ressemblent les adénomes actuellement? Donc, comme vous le savez, ce sont des tumeurs solides bénignes, avec notamment, surtout dans le passé, une extrêmement grande relation avec les oestrogènes et la pilule, avec des études cas témoins dans les années 70 qui montraient un risque multiplié par 10 et qui était en plus évidemment dépendant de la dose en oestrogène et de la durée d'exposition, généralement plusieurs années. L'incidence actuelle est devenue beaucoup plus rare depuis l'usage de pilules microdosées, et ce qui fait que c'est devenu rare de voir des adénomes. Pratiquement en clinique, on a 10 HNF par rapport à un adénome en général qu'on découvre un nodule comme ça chez une jeune femme. Juste pour vous préciser un point sur lequel je ne vais pas insister, c'est que maintenant les adénomes, c'est quand même une pathologie assez hétérogène, comme l'a montré en particulier l'école de Bordeaux, et notamment Paulette Bulac-Sage, donc avec différents sous-types. Donc il est intéressant de connaître parce qu'ils ont des pronostics et des risques de carcinome hépatocellulaire différents. Alors en général, donc la découverte est fortuite. On fait une écho pour un signe clinique quelconque qui a généralement pas beaucoup de relation avec le nodule lui-même. Et le point principal, c'est de dire est-ce que c'est une hyperplasie nodulaire focale ou bien c'est un adénome, ou plus rarement autre chose. En général, donc, le diagnostic peut se faire en imagerie sans avoir à recourir à des examens invasifs. Mais des fois, ceux-ci sont nécessaires. En ce qui concerne l'histoire naturelle, il peut y avoir des complications pour les formes qui sont supérieures à 5 cm, et notamment un risque important, le risque hémorragique. Et en particulier, donc c'est ça une des raisons pour lesquelles donc, les contraceptifs oraux sont contre-indiqués lorsqu'il y a le diagnostic d'adénome, et quel que soit le type phénotypique. Alors après, la deuxième complication
est-ce que les contraceptifs oraux et les oestrogènes, et quels sont les liens avec le carcinome hépatocellulaire? Il y a des arguments expérimentaux. Le lien existe de façon très claire pour les adénomes de plus de 5 cm, notamment avec l'adénome avec une mutation bêta-caténine, et ce qui était le cas de notre patiente. En cas de cirrhose, on peut se poser la question, et finalement, les études cas témoins donnent des résultats qui sont très très discordants sur le risque de carcinome hépatocellulaire sur un foie cirrhotique. Et une méta-analyse récente qui reprend l'ensemble de nombreuses études sur plus de 700 patients et plus de 5000 témoins, finalement ne montre pas vraiment d'impact des contraceptifs oraux sur le risque de carcinome hépatocellulaire lorsque l'usage est inférieur à 5 ans. Donc, dans l'état actuel des choses, les contraceptifs oraux sont contre-indiqués, bien sûr, en cas de carcinome hépatocellulaire, mais ils ne sont pas formellement contre-indiqués en cas de cirrhose, mais par contre doivent rendre particulièrement vigilants sur la surveillance de la cirrhose. Alors, en ce qui concerne contraceptifs oraux et hyperplasie nodulaire focale, ça, il y a eu beaucoup de débats autour de ça au cours des 30 dernières années. Il y a eu des séries qui disaient bah oui, on a des cas isolés, etc. La relation existe, et puis d'autres, bah non, c'est pas flagrant, etc. Et quand on regarde ce dont on dispose comme littérature, là aussi, on a une grande hétérogénéité. Je vais vous présenter les deux aspects. Alors, le rôle positif, eh bien, on a une étude à contrôler, mais sur une toute petite population. C'est ça qui m'a frappé. 23 femmes seulement. Et donc, qui dit, voilà, le risque, il existe vraiment, avec un autre ratio qui est à 2,8. Et puis, j'ai regardé un petit peu la littérature sur l'aspect négatif. Et là, on trouve des séries, une série avec quand même presque 10 fois plus de participantes, donc 216 femmes. Et là, finalement, le constat est négatif. On ne voit pas de différence dans le nombre et la taille des nodules, dans le suivi, dans le changement de taille de nodules, et pas d'influence de la grossesse, donc chez les 12 femmes enceintes qui étaient incluses dans cette série. Donc ceci me conduit à vous conclure que les contraceptifs oraux n'influencent ni la survenue ni la taille de l'évolution de l'HNF dans l'état actuel des connaissances, et donc ils ne constituent pas, donc il n'y a pas de contre-indication, et il y a la possibilité de continuer la pilule si il y a un diagnostic de HNF. Mais par contre, si une HNF change de taille, à ce moment-là, il faut bien s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un adénome. Et ça arrive qu'on ait un adénome au milieu d'un petit nombre de nodules d'hyperplasie nodulaire focale. En ce qui concerne les autres tumeurs du foie, les hémangiomes, alors là, on est au niveau de l'anecdote. Il y a des cas isolés où des fois on dit qu'il y a une augmentation de taille, etc. Il n'y a pas d'études vraiment solides qui permettent de faire une relation de cause à effet. Et pour l'instant, donc, on ne peut pas considérer qu'il y a des éléments suffisants pour contre-indiquer les contraceptifs oraux. L'hémangio-endothéliome, c'est tellement anecdotique que je ne fais que le citer sur cette diapositive. Et enfin, pour les kystes, il n'y a pas de relation donc, avec les contraceptifs oraux. En conclusion, donc, on peut considérer les points suivants. Donc, les atteintes hépatiques dues aux contraceptifs oraux ont fortement diminué avec les pilules microdosées. Les atteintes cholestatiques sont devenues exceptionnelles et sont généralement associées à une prédisposition génétique. Les contraceptifs oraux ne sont pas contre-indiqués dans les cholangites biliaires primitives dans leur forme peu évolutive. Les contraceptifs oraux sont un facteur de risque d'adénome et d'hépatocarcinome et doivent être interrompus ou sont contre-indiqués dans ces maladies. En revanche, il n'y a pas d'indice aujourd'hui pour montrer qu'ils sont responsables d'hyperplasie nodulaire focale, et de ce fait, ils peuvent être poursuivis dans cette situation. Enfin, ils sont associés à un risque de thrombose veineuse portale et hépatique, même avec les nouvelles pilules, et donc sont contre-indiqués dans les maladies vasculaires du foie, y compris dilatation sinusoïdale et péliose. Je vous remercie de votre attention et j'ai respecté mon temps.